Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir de quelle manière les mouvements de décolonisation ont donné naissance à de nouveaux États. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. Au XIXe siècle, les Européens se sont partagé le monde. Toute l'Afrique et la grande majorité de l'Asie sont sous la tutelle des pays européens. La France, de son côté, possède des colonies sur tous les continents. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie au Maghreb, l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et l'AOF, l'Afrique occidentale française, l'Indochine, qui regroupe les pays d'aujourd'hui qui sont le Vietnam, le Laos et le Cambodge, la Guyane et les Antilles. Les pays colonisés sont sous des statuts très différents. Tout d'abord, l'administration directe. Lors de la conquête, les élites politiques locales sont éliminées et remplacées par l'administration française, qui s'occupe de prendre les décisions, d'appliquer les lois. Ces territoires sont occupés par la France. C'est le cas des colonies telles que l'Indochine ou les territoires de l'AEF et de l'AOF. Le protectorat. Le territoire qui subit cette administration indirecte préserve une élite politique et administrative qui s'occupe des questions intérieures mineures. Mais les questions extérieures et la diplomatie sont dirigées par l'administration française, qui possède un droit de regard sur toutes les décisions prises localement. On trouve des protectorats au Maroc et en Tunisie. Enfin, l'Algérie est un territoire particulier. Le territoire algérien possède une position à part dans le système colonial français. En effet, l'Algérie est considérée comme un territoire français à part entière. Elle possède 4 départements et se trouve être la seule véritable colonie de peuplement française. Le seul territoire où des Européens se sont massivement installés. Les indigènes les autochtones ne sont pas considérés comme des citoyens français à part entière. Ils ne sont pas protégés par la loi de la même façon, ils ont des obligations supplémentaires, et réquisitions, culture obligatoire, main-d'œuvre pénale. Bien qu'ils connaissent une certaine éducation, celle-ci reste largement rudimentaire. À la suite de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale, les colonies se sont rendues compte de la faiblesse des métropoles, mais aussi de leurs forces. On observe aussi l'apparition de partis nationalistes qui réclament leur indépendance avec à leur tête des hommes charismatiques tels que Gandhi en Inde ou Léopold Sédar Senghor au Sénégal ou encore Bourguiba en Tunisie. Ces hommes retrouvent dans un passé glorieux les éléments d'une identité niée par le colonisateur. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les colonies réclament leur indépendance. Le problème des puissances coloniales européennes est que les indépendantistes sont soutenus à la fois par l'URSS, au nom de la lutte contre l'impérialisme, mais aussi par les États-Unis, ancienne colonie et fervents défenseurs du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En 1954, l'Algérie compte environ 9,5 millions d'habitants. 9 personnes sur 10 sont des arabo-berbères de religion musulmane et 1 personne sur 10 descend de colons d'origine européenne installés depuis le 19e siècle que l'on appelle les pieds noirs. Les arabo-berbères sont à plus de 90% des agriculteurs. Ils sont de petits propriétaires de mauvaises terres ou bien ouvriers agricoles dans les grands domaines appartenant aux colons. La plupart sont pauvres, leur croissance démographique est très importante. En ville, ils sont employés par les colons ou ouvriers ou petits commerçants. Les colons, de leur côté, vivent surtout en ville, ils sont fonctionnaires, commerçants, artisans, ouvriers. Beaucoup vivent médiocrement. Les colons agriculteurs sont très peu nombreux mais possèdent le quart des terres, souvent les meilleures. L'inégalité politique est très importante et légale en Algérie. Les habitants votent en fonction de leur origine. À l'Assemblée algérienne, qui détient peu de pouvoir, les colons disposent d'autant de représentants que les arabo-berbères. Les colons ne veulent pas que l'égalité politique soit accordée aux arabo-berbères. Ces derniers sont divisés quant à l'attitude à adopter face à la présence française en Algérie. Dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre 1954, lors de la Toussaint, des nationalistes algériens organisent 70 attentats, surtout en Kabylie et dans les Aurès. Au total, 7 morts sont recensés. Les rebelles, que l'on appelle Felaga, bandits de grand chemin en arabe, annoncent également la création du FLN, Front de Libération Nationale, mouvement politique partisan de l'indépendance de l'Algérie, et celle d'une armée, l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, luttant pour obtenir cette indépendance. Le gouvernement français affirme que l'Algérie restera française et qu'il faut rétablir l'ordre. Cependant, il décide de réformer afin de faire disparaître les raisons de la rébellion. Le gaulliste Jacques Soustelle, nommé gouverneur général de l'Algérie, entreprend un vaste programme de scolarisation et prend des initiatives pour développer l'économie de l'Algérie. Pour empêcher le succès de cette politique d'intégration, le FLN décide de créer un fossé de sang entre les deux communautés résidant en Algérie. Les 20 et 21 août 1955, encadrés par le FLN, des arabo-berbères de la région de Constantine se soulèvent, attaquent les quartiers européens des villes et les femmes isolées des colons. Il y a en tout une centaine de morts.
Les colons réagissent avec autant de violence et pratiquent la chasse à l'arabe. Il y a 1 millier de morts. Le FLN a réussi son pari. Soustelle dit lancer la pacification car les colons effrayés ne veulent pas de l'intégration. Le 30 septembre, la France est mise en accusation devant l'Assemblée générale de l'ONU pour sa politique coloniale en Algérie. L'armée française qui vient d'être battue en Indochine est transférée en Algérie pour participer au maintien de l'ordre, qui est normalement la tâche de la police. Pour occuper les villes et les campagnes et y interdire les actions rebelles, les gouvernements français font appel aux contingents, c'est-à-dire les jeunes hommes appelés à accomplir leur service militaire obligatoire. Pour renforcer les effectifs, l'armée recrute. Parmi les arabo-berbères favorables à la France, des combattants dont les plus nombreux sont les harkis. Les rebelles, ou félagas, recrutent volontairement parmi les arabo-berbères. Cette guerre, qui n'en a pas officiellement de nom, donne lieu de part et d'autre à des actions d'une violence extrême, dont la plupart sont interdits par les conventions internationales concernant les militaires. Torture, exécution, égorgement, mutilation. S'y rajoutent les actions militaires classiques, combats, bombardements, contrôle du terrain. Au début de juin 1958, De Gaulle, qui avait quitté les affaires politiques en 1946, est appelé pour mettre fin au désordre en Algérie et résoudre les problèmes constitutionnels de la 4ème République. 2 voyages en Algérie le convainquent rapidement qu'il est impossible de garder l'Algérie et qu'il faudra négocier avec les rebelles. Son but est de garantir la sécurité des colons qui resteraient vivre en Algérie. Il pense aussi pouvoir conserver le Sahara où des gisements d'hydrocarbures viennent d'être découverts. De Gaulle propose la solution de l'autodétermination de l'Algérie. Pour cela, il demande aux Français de métropole, mais aussi aux arabo-berbères et aux colons de décider par référendum ce qu'ils souhaitent faire de l'Algérie. Puis en janvier 1961, le référendum ayant massivement soutenu l'autodétermination, c'est-à-dire que les Algériens devront décider de leur avenir, les colons extrémistes fondent l'OAS, Organisation Armée Secrète, une organisation terroriste qui organise des attentats, y compris contre De Gaulle. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian permettent de régler le problème algérien. Dès le 19 mars, les combats cessent, mais l'atmosphère de violence entretenue par l'OAS dès le 23 mars, en assassinant les militaires du contingent à Alger, et par la riposte de certains éléments du FLN et de l'ALN, conduisent la quasi-totalité des pieds noirs à quitter précipitamment l'Algérie. Une grande partie des harkis, à qui le gouvernement français refuse l'asile en France, sont massacrés par les nationalistes algériens. Le 3 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. Les pays nés de la décolonisation deviennent pour les 2 blocs les enjeux politiques, mais beaucoup ne souhaitent ni appartenir à l'un ni à l'autre. En 1955, 29 pays d'Afrique et d'Asie se réunissent à Bandung. Ceci débouche en 1961 par la naissance des non-alignés autour de l'Inde de Nehru, de l'Égypte de Nasser et de la Yougoslavie de Tito. Mais rapidement, des discordances se manifestent et ces pays ont du mal à s'entendre sur des positions communes. De nombreux pays doivent choisir un camp et finalement, le non-alignement est difficile à réaliser. Les pays non-alignés donnent naissance au tiers-monde, la 3e option. Les pays qui le composent sont en majorité d'anciennes colonies. Désormais indépendants, ces pays doivent construire une économie viable pour leur pays alors qu'avant, elle était tournée en direction des besoins de l'économie de la métropole. La culture vivrière a été délaissée au profit des cultures commerciales, l'industrialisation n'a pas eu lieu, ces pays deviennent alors les clients des anciennes métropoles qui leur fournissent les équipements et les biens de consommation qu'ils ne peuvent produire sur place. C'est le cas par exemple de l'entreprise Bolloré au Sénégal. Ceci ne fait qu'accroître les différences entre les États du Nord et du Sud. Les nouveaux pays créés par la décolonisation peinent à donner naissance à une nation. De nombreux pays sont multiethniques avec des coutumes et des religions différentes. Ceci a des conséquences sur l'exercice de la démocratie. Ainsi, l'Afrique a connu près de 50 coups d'État entre 1960 et 1969, dont 25 réussissent. Ces coups d'État aboutissent à instaurer des pouvoirs forts fondés sur des partis uniques. Cette déstabilisation profite aux multinationales occidentales qui peuvent ainsi extraire des richesses du sous-sol africain, moyennant une certaine corruption des élites en place. En résumé, au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, les pays européens ont conquis un empire colonial d'une taille impressionnante. À la suite de 2 guerres mondiales et dans le contexte de la guerre froide, les peuples colonisés demandent leur indépendance et leur autonomie au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette indépendance se traduit parfois par un départ pacifique et prend parfois la forme de guerres d'indépendance particulièrement meurtrières, comme c'est le cas en Algérie. Ces nouveaux États doivent faire face à un choix important dans le cadre de la guerre froide. Ils décident largement de rester non alignés, mais ce choix est particulièrement difficile. Ces pays aujourd'hui souffrent toujours d'un retard de développement économique, mais aussi d'une forte instabilité politique.